Bonjour à tous, merci et désolé pour le petit retard. Vous avez dû constater qu'il y avait des problèmes de métro ce matin. Et donc on a deux intervenants qui vont arriver normalement sous peu de temps. Moi je suis Grégoire Bretomé, je travaille chez Construction 21. Et donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons passer 1 heure ensemble pour parler des matériaux bio et géosourcés. Un temps certainement trop court, mais qui va nous permettre d'étudier ensemble le degré de maturité de ces matériaux aujourd'hui, avec nos intervenants et tout en constatant que chaque année, ces matériaux sont de plus en plus représentés sur le salon. Donc, je voulais commencer par dire qu'on parle de filières qu'elles soient bien structurées ou qu'elles soient des solutions émergentes. L'écosystème, aujourd'hui, on constate qu'ils sont un peu à l'image du secteur de la construction, c'est-à-dire qu'il doit investir à la fois dans l'innovation et les solutions bas carbone. Le secteur se démarque toutefois en rassemblant des acteurs très différents les uns des autres. On a des acteurs qui sont issus de filières industrielles, on a des acteurs qui sont ancrés au niveau local et soit organisés en filière ou non. Ça n'empêche pourtant pas le secteur d'être très dynamique, avec des entreprises nouvelles qui apparaissent régulièrement et qui mettent sur le marché des matériaux qui proposent des innovations en termes de matériaux et de techniques de pose. Parce qu'aujourd'hui, ce secteur est au carrefour de l'innovation et de la tradition. On retrouve deux problématiques qui sont familières au monde du bâtiment, c'est-à-dire la problématique de la formation et de la transmission des savoir-faire. Aujourd'hui, le secteur des isolants est bien connu quand on parle de matériaux bio et géosourcés. C'est la filière la mieux structurée et qui bénéficie aujourd'hui d'un potentiel élevé, car leurs solutions se substituent assez facilement à l'existant. L'un des grands enjeux maintenant reste la capacité à tenir les engagements en termes de progression de volume et de production. Et pour véritablement demain convaincre les prescripteurs, puisqu'aujourd'hui on s'interroge sur la maturité du secteur, l'enjeu des matériaux bio et géosourcés est finalement assez similaire à celui de la construction hors site. Le bilan économique des solutions doit être mis en perspective avec les gains sur l'ensemble du projet. Ça ne veut pas dire forcément que matériaux bio et géosourcés sont forcément plus chers. On le verra peut-être un peu plus tard en parlant des isolants. Mais donc voilà, juste pour terminer, il y a un véritable enjeu de bien informer et de passer les bons messages sur ces matériaux, car pour convaincre demain les prescripteurs et parce qu'ils attendent des réponses précises sur différents critères qui vont être le coût, la fiabilité de ces matériaux, leur disponibilité, la facilité de mise en œuvre ou le bilan carbone chiffré pour répondre par exemple à l'ARE 2020. Donc voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Brigitte Fernandez, qui est responsable du pôle ressources et formation chez Ecopolis, le pôle de ressources francilien pour la construction et l'aménagement durable en Île-de-France et qui accompagne les opérateurs de construction en démarche BDF, Bâtiment durable francilien. Et vous allez nous présenter l'Atlas des matériaux des acteurs biosourcés, lancé par Ecopolis en 2021 et qui réalise une photographie de la situation. Que trouve-t-on dans ce guide et qu'est-ce qu'il nous permet de comprendre sur les filières existantes et leur degré de maturité? Merci Grégoire. Bonjour à tous. D'abord, merci à Construction 21 pour l'invitation et nous permettre à Ecopolis de reparler de l'Atlas et vous représenter cet outil que, comme l'a dit Grégoire, nous avons lancé en 2021. Il s'agit en fait d'un outil mis à disposition des professionnels franciliens pour les aider justement à intégrer les matériaux biosourcés dans les projets. Pour cela, il s'agit de répertorier tout ce qui est fabricant, producteur de matières premières,
c'est-à-dire agriculteurs, etc., transformateurs et éventuellement associations représentatives des filières. C'est un outil qui permet justement de savoir où se trouve la matière première au niveau d'Île-de-France ou plus largement, et qui a été vraiment conçu en partenariat avec les filières, que ce soit le bois, la paille, le roseau, le chanvre, et tous les acteurs franciliens. Alors, je précisais cet élément sur l'Atlas juste pour dire que l'Atlas s'insère dans un programme que nous avons développé autour des biosourcés depuis plusieurs années, qui s'illustre à la fois sur des formations professionnelles dédiées sur cette thématique. Alors notre public cible nous concernant, c'est la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. On s'adresse moins aux entreprises de mise en œuvre, mais c'est une perspective sur laquelle on souhaite se lancer aussi dans les années à venir, parce que sur le volet formation, on est encore assez junior, parce que ça fait 2-3 ans qu'on en fait. Mais voilà, c'est l'idée aussi de proposer avec les filières des formations sur ces thématiques-là. Ça fait 2 ans qu'on propose un cycle sur le bâtiment biosourcé en Île-de-France. Donc une formation assez générique de plusieurs jours qui permet d'avoir une vision assez globale de tous ces matériaux et de leur usage dans le bâtiment. Et une formation avec Construire en chanvre sur justement la destination plutôt de la maîtrise d'œuvre. C'est une formation de 4 jours qui permet d'avoir un certificat de l'association Construire en chanvre qui est nécessaire et voire obligatoire pour pouvoir utiliser le chanvre d'un projet. Bonjour. Ouais. Et à cela s'ajoute aussi un dossier thématique qui se trouve sur notre site internet dédié aux matériaux sourcés, qui vraiment fait la focale en fait sur tous les matériaux un à un, et les filières, leur développement, et aussi qui vous permet d'avoir des informations sur des opérations remarquables en Île-de-France qui emploient ces matériaux. Et d'autres, en fait, parce que, comme l'a dit Grégoire, on a une démarche d'accompagnement de projet qui s'appelle Bâtiment durable francilien, et puis récemment Quartier Bâtiment durable francilien, et qui accompagne les projets dans la durée de la phase conception jusqu'à 2 ans après la livraison, voire quelquefois à la phase programmation et consultation. Dans ce qui nous donne un pool de retour d'expérience sur des opérations qui se posent du coup la question de l'approche globale du bâtiment et pas simplement l'approche matériaux, mais c'est tout ce qu'on doit se poser comme bonne question pour concevoir un projet aujourd'hui. Ça va du territoire au volet solidaire, etc. Pour l'idée, nous, on a à cœur de faire émerger la pensée que le bâtiment doit se penser de manière cohérente et dans sa globalité. Et donc, le volet matériaux et biosourcés a tout son sens parce que voilà, on a des enjeux et qu'il faut qu'on y fasse face et que c'est une des solutions, les matériaux biosourcés, pour y répondre. Mais les autres intervenants préciseront ça, toutes les vertus des matériaux biosourcés, pour le coup, je ne le fais pas. Et donc, troisième outil qu'on a développé, qu'on a lancé en 2021 en s'appuyant sur les filières et nos partenaires, tels que le comité de liaison biosourcé, qui est initié par le Conseil régional de l'Ordre des architectes Île-de-France et la Chambre d'agriculture. On a collecté en fait toutes les informations et ces besoins des professionnels pour développer cet outil qui est dans l'Atlas des acteurs biosourcés et géosourcés. Si tu peux, je ne sais pas si ça se fait tout seul ou c'est toi. Ah, c'est moi, pardon. Comme une grande. Alors, tu m'expliques par contre, c'est ça ? Ouais. Parfait. Donc, l'Atlas des acteurs biosourcés et géosourcés, alors, je vous ai mis un petit QR code. S'il y en a qui sont curieux et qui veulent en direct voir un peu ce que ça donne, vous pouvez regarder. Donc, c'est un atlas qui regroupe 284 acteurs des matériaux biosourcés et géosourcés référencés pour la construction francilienne. Alors, j'ai rajouté géosourcés parce qu'au lancement en 2021, il s'agissait uniquement des acteurs biosourcés et l'atlas a évolué l'année dernière et on a rajouté les acteurs géosourcés qui ont été repérés sur le territoire francilien. Donc, dans cet atlas, il y a 82 acteurs qui sont vraiment localisés en Île-de-France et 202 acteurs en Île-de-France qui ont un intérêt pour la construction francilienne. En effet, si vous arrivez sur l'Atlas, vous allez voir une cartographie nationale, alors ce qui peut paraître un peu étrange si on parle d'Atlas francilien, mais l'idée aussi, c'est de répertorier les acteurs qui possiblement ont soit des matériaux ou de la production qui va venir nourrir le territoire francilien et le marché francilien. Donc c'est comme ça que c'est répertorié. Et comme je le disais, ça n'a pas vocation à répertorier les maîtres d'œuvre qui utilisent les biosourcés. C'est vraiment une cartographie qui recense plutôt où est la ressource, qui peut me fournir en produits
clé en main, parce qu'il y a de la préfabrication avec les biosourcés aussi aujourd'hui. Et où sont en fait les acteurs à qui que je peux interroger pour savoir si je peux mobiliser ces matériaux-là dans mes projets. Voilà. Donc c'est une cartographie collaborative qui a amené à évoluer. Elle a déjà évolué depuis son lancement et à s'enrichir. Donc on a aussi besoin de tous ceux qui sont éventuellement présents ici, qui sont fournisseurs de solutions, producteurs, etc., et qui ne sont pas référencés dans l'Atlas. Vous pouvez nous contacter. Sur le site, vous voyez en fait quel est le mail contact pour être référencé. Mais sinon, je vous donnerai quelques éléments à la fin. Hop. Est-ce que suis-je dans les temps toujours ? Ça va ? Oui. D'accord. Juste une petite analyse pour que vous ayez, parce que sur l'Atlas, forcément, on n'avait pas ces données-là. On a fait une petite analyse, justement, ce qui était représenté. Donc, ce qu'on constate en Ile-de-France, c'est assez, naturel, j'ai envie de dire. On a vraiment les 3 filières majeures des biosourcés qui sont représentées, que ce soit le bois, la paille et le chanvre. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même des acteurs qui sont en lien avec le miscanthus et le chaume, en fait. C'est surtout le miscanthus à 5%, finalement. Voilà, c'est pas quelque chose où, naturellement, on aurait pu le penser. Ce qui veut dire aussi que, c'est vrai qu'on a inversé un peu l'ordre de passage des interventions pour se caler sur le fait qu'il y avait du retard. Il y avait l'idée de vous présenter ce qu'étaient les biosourcés aussi. Donc ça ne se limite pas au bois, paille, chanvre. Il y a aussi des filières dites en développement qui sont le lin, le roseau, le miscanthus, le coton. Enfin bref, il y en a plein. Donc il y a des possibilités aussi de ce côté-là en fonction de si la ressource est disponible. Et le volet à côté, donc Île-de-France Énergie, on retrouve à peu près la même chose avec même s'il y a un équilibre qui se fait un peu plus entre le bois et la paille, là où le bois est quand même très représenté en Île-de-France. En fait. Je précise que là, c'est les filières et les acteurs. Et j'ai une autre slide sur les métiers. Et alors, attendez, je reprends un peu mes notes parce que j'ai besoin de ça. Donc, c'est là qu'on voit le poids des entreprises qui apportent une solution constructive, c'est-à-dire le fabricant. Et que le poids de la production, ça représente 20% des acteurs. Vis-à-vis des transformateurs qui est à peu près de 50% en Île-de-France. Alors que cette différence est moindre si on regarde le prix c'est un peu plus large au niveau de l'Île-de-France élargie. C'est-à-dire qu'on a 33% à la production et 50% à la transformation. Voilà. Voilà pour l'analyse aujourd'hui de l'Atlas. Je crois que j'avais une petite slide finale. Oui, c'était pour vous dire que nous avons un stand Ecopolis. Donc, vous avez les références stand M116, espace low carbone construction. Donc, on y est pendant encore 4 jours. Donc, si vous avez des questions, vous voulez nous rencontrer, etc., n'hésitez pas à nous rendre visite. J'y serai pour ma part aujourd'hui. Et sinon, vous pourrez retrouver tous nos événements sur ecopolis.fr. Donc, ecopolis.fr, c'est vraiment notre site internet. Et on ne l'a pas précisé, mais on est un centre de ressources. Donc, c'est vraiment, on a vocation à mettre de la ressource en ligne disponible, accessible et gratuitement pour tous. Et pour vous, professionnels surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. J'espère que j'ai été dans le temps. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Merci Laurent Arnaud, directeur du domaine bâtiment au CEREMA, d'être venu nous sauver un peu la mise au dernier moment. Je vous en prie, et je suis désolé, mais Louis a dû avoir des inconvénients ou des impondérables dans le métro, oui. Parce qu'il avait bien prévu d'être là parmi nous. Je vais essayer de le suppléer du mieux possible. Oui. Alors du coup, on avait prévu de parler avec Louis de la réglementation qui est en place aujourd'hui et comment les biosourcés sont particulièrement performants ou adaptés pour y répondre. Je vais mettre les quelques slides derrière. Alors, je vais les découvrir avec vous, mais oui. En gros, la réglementation aujourd'hui est un formidable tremplin ou une formidable porte ouverte pour la valorisation des matériaux biosourcés. Je fais partie du CEREMA, qui est un établissement public et qui a une double mission. Une première mission de soutien, d'apport à l'élaboration des politiques publiques auprès de l'État, mais bien entendu c'est l'État qui les décide, qui
une fois que c'est décidé, les diffusent. Et nous, notre rôle, c'est de les outiller pour leur permettre d'aller le plus rapidement possible vers la meilleure politique, la plus efficace. Et puis après, on a une deuxième mission, c'est celle de la porter sur les territoires et de la diffuser. Et notamment, le CEREMA travaille sur les matériaux biosourcés depuis une vingtaine d'années, à la fois sur de la recherche et du développement, mais également sur des analyses économiques, par exemple. Souvent, la question arrive, ah oui, mais les matériaux biosourcés, c'est beaucoup plus cher. On a montré que c'est pas vrai. Or, ça peut l'être ponctuellement. Ce n'est pas vrai si on prend en compte tous les aspects dans la construction. Alors, premier point essentiel, nous, on essaie d'objectiver les performances de ces matériaux et de voir s'ils apportent réellement quelque chose dans le domaine du bâtiment. Alors, le premier point, c'est que d'un point de vue isolation thermique, que ce soit avec les laines, que ce soit avec les mortiers, on a des matériaux qui sont des bons isolants thermiques. Là, il n'y a aucune discussion possible. On est à peu près dans les standards des autres matériaux. Et en plus, les matériaux biosourcés apportent une deuxième performance qui est celle de pouvoir gérer l'humidité de l'air. C'est ce qu'on appelle les transferts hygrothermique, et ça apporte encore un effet positif. D'une part, en enlevant un petit peu d'humidité, vous savez que l'air humide, c'est ce qu'on rencontre dans les climats, par exemple, tropicaux. L'air humide nous fait ressentir beaucoup plus la température, qu'elle soit haute ou qu'elle soit basse. L'air sec permet d'avoir quelque chose où on est moins sensible. C'est physiquement très facile à expliquer, et l'une des caractéristiques des matériaux biosourcés, c'est justement de favoriser un petit peu le transfert de cette humidité relative. Donc c'est ce que Louis a appelé la perspirance et l'hygrothermie, capacité à gérer l'humidité de l'air et donc améliorer. Le deuxième point essentiel, et j'en rajouterai d'autres, mais je vais le faire par ordre d'importance, c'est bien entendu que dans les matériaux biosourcés, en fait, on va avoir la capacité de stocker du CO2, de l'air, du CO2 sur des grandes périodes. Je m'explique. Quand les matériaux poussent, ils captent du CO2 avec la photosynthèse, et quand on valorise des coproduits qui sont issus de plantes, en fait, on a emprisonné le CO2 qui vont être mis dans des matériaux de construction et stockés sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire au-delà. L'exemple que je donne souvent, c'est celle de la charpente de Notre-Dame. Malheureusement, on sait tous qu'on sait maintenant quand est-ce qu'a été sa fin, puisqu'elle a brûlé. Si on prend une analyse de cycle de vie telle qu'on la faisait avant, ça a permis de stocker au départ du CO2. Quand ça a brûlé, le CO2 s'est évaporé. Si on prend une analyse simple du cycle de vie, on fait la différence entre les deux. Aucune utilité. On sait tous ici que le fait que ça a été stocké pendant un grand nombre d'années, plusieurs centaines d'années, c'est quelque chose qui a été positif pour l'environnement. Et les matériaux biosourcés permettent cela aujourd'hui. C'est une solution qui est extrêmement intéressante parce que les plantes prélèvent du CO2 de l'air aujourd'hui, on transforme cette plante, on la met dans un matériau de construction et sur une année, pour les plantes annuelles, on stocke le CO2 sur des grandes périodes dans les matériaux de construction. C'est pour ça que l'on dit qu'il y a un rôle de puits à carbone lié à l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction. Alors, je découvre avec vous, ça, aujourd'hui, ça a été valorisé ou ça a été poussé, on va dire, par le gouvernement. Il y a eu une première phrase qui a fait beaucoup de bruit dans le domaine de la construction. C'est Monsieur Lenormand, quand il était ministre, qui avait dit maintenant, quand on va construire au sein des zones d'aménagement, les EPA, on va imposer l'utilisation des matériaux biosourcés. Imposer. Puisque là-dessus, le gouvernement avait la main mise. Premier point. Deuxième point, dans la réglementation, on est passé d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale en mettant des indicateurs qui sont liés au carbone.
c'est bien de faire des économies d'énergie, il est encore mieux de travailler sur le carbone, parce que quand on travaille sur le carbone, on prend en compte les effets de l'énergie, mais on prend aussi en compte les effets des matériaux de construction, et donc cet indicateur carbone est vertueux pour pouvoir favoriser des solutions qui préservent l'environnement. Donc, au travers de coefficients, donc IC Construction Max, et de l'analyse de l'ensemble du cycle de la construction d'un bâtiment, on prend aujourd'hui en compte comment on obtient les matériaux dans la réglementation. Avant, ça ne se faisait pas ou très peu par rapport à cet impact carbone. Donc, deuxième effet de l'impact carbone pris en compte dans la réglementation environnementale 2020. Mais vous allez me dire, la RE 2020, c'est que pour la construction neuve. C'est vrai, mais dans le même temps, il y a eu une deuxième politique publique extrêmement importante, à mon sens, c'est ce qu'on appelle le décret éco-énergie tertiaire. Alors, le décret éco-énergie tertiaire, il porte sur les bâtiments existants, tertiaire, on y va doucement, tertiaire de plus de 1000 m². Donc le tertiaire, c'est quoi? C'est les écoles, c'est tous les bâtiments administratifs. Donc ça représente quand même un très grand nombre de bâtiments, mais ça préserve un petit peu le logement. Et dans ces bâtiments-là, la puissance publique dit on va imposer en marche forcée des économies d'énergie entre aujourd'hui et 2050. 2030, 40% d'économies d'énergie. On a un autre jalon qui a été posé par Madame Borne récemment qui a dit 10% d'économies sur 2 ans. 2030, 40%, 2040, 50%, et à horizon 2050, 60% d'économies d'énergie. Alors vous allez me dire quel lien entre les économies d'énergie là et les matériaux biosourcés. Une des caractéristiques essentielles des matériaux biosourcés, c'est d'assurer une bonne isolation thermique, je vous l'ai dit au tout début, et donc de fait une préservation un petit peu de ses performances tout en ayant un impact carbone réduit. Je ne sais pas du tout combien il avait de... C'est la dernière. C'est la dernière, là. Donc là, il a montré effectivement que par rapport aux défis que nous impose la RE 2020, les matériaux biosourcés représentent des solutions pertinentes existantes aujourd'hui. Et je voudrais conclure sur un élément. Si on regarde l'ensemble des solutions qui existent aujourd'hui, tout le monde, je pense, enfin, je vais parler de manière très globale, tout le monde essaie d'améliorer ce qui se fait. C'est très bien. Devenir de plus en plus vertueux et de diminuer effectivement, notamment les émissions de carbone, c'est très bien. Mais ça reste des émissions carbone. On relargue du CO2. Les matériaux biosourcés permettent d'avoir un stockage et donc, au sens du GIEC, d'avoir des émissions négatives. Ça veut dire quoi des émissions négatives? Qu'au lieu d'émettre du CO2, on en capte et on le stocke. Et aujourd'hui, on a réellement besoin d'avoir ces solutions qui sont positives. Bien sûr que quand c'est négatif, que l'on réduise le négatif, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des solutions qui soient positives. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Marc Campesi, qui dirige l'entreprise Diagonal Concept, créée en 1994 à Lyon, et qui est une structure de conseil et de maîtrise d'œuvre intégrée dans un collectif d'acteurs de la ville durable. Et vous êtes un fervent défenseur des produits bio et géosourcés. Et pour vous, l'offre est bel et bien arrivée à maturité, ou en tout cas est en très bonne voie. Et votre vision, c'est d'avoir un discours disant qu'il faut considérer la globalité des bénéfices de ces matériaux, notamment sur l'habitant et l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Je suis un fervent défenseur, mais je vais quand même mettre un petit peu des limites, parce que là, on est en train de défendre les vertus des biosourcés. Donc, je vais commencer en introduisant ce sujet, en évoquant le fait qu'il faut quand même être vigilant, car les biosourcés, la ressource aujourd'hui, les agriculteurs, n'est pas, elle, arrivée à maturité. On ne peut pas
généraliser encore l'utilisation du biosourcé. On est dans une phase de développement, mais attention, il y a eu l'exemple du bois qui était contre-productif à un moment donné, où le bois parcourait des centaines de kilomètres pour arriver sur nos chantiers. Donc biosourcé, oui, mais ce que j'aime bien dans le tracé ici, c'est qu'il y avait une analyse de cycle de vie. Nous, on s'intéresse à cette approche globale, c'est-à-dire le produit de la source jusqu'à la fin de vie. D'où vient ce produit, comment il est fabriqué, comment il est transporté, où il est transformé, et ensuite les valeurs ajoutées lors de sa mise en œuvre en phase d'exploitation et ce qu'on en fait en fin de vie. Si tous ces paramètres ne sont pas pris en considération, on est en train de se tirer une balle dans le pied, on repousse le problème. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que les solutions d'aujourd'hui ne doivent pas être les problèmes de demain. En plus clair, si on réhabilite des bâtiments ou on construit des bâtiments maintenant et qu'on refait un deuxième tour dans 15 ans, le bilan carbone sera pas terrible. Donc voilà, c'est un point de vigilance. Le cycle de vie, c'est un élément essentiel à considérer dans la démarche. Ah oui, je vais reprendre je ne sais pas si je suis sur la première slide ou la deuxième. Merci. Donc, pour revenir en arrière, alors, voilà, merci beaucoup. Bon, alors, non, ça ne fonctionne pas. Ouais, je veux bien. Voilà, je vais vous donner, on va être très concret, je vais vous montrer un bâtiment sur lequel, pour avancer, c'est là. Merci, tu m'as sauvé la vie. Je vais vous montrer un projet, ça sera très concret. Il s'agit d'une transformation d'un immeuble de bureau en école. Donc un établissement un ERP3 de 3e catégorie qu'on a à la fois surélevé et à la fois agrandi par le bas. Alors on a recours massivement au biosourcé pour plein de raisons, parce qu'il est très adapté à la réhabilitation. C'est ce qu'on va essayer de voir. Le biosourcé, il est présent de partout dans notre projet. On a un certain nombre d'ambitions. On veut faire de ce bâtiment d'abord un lieu de vie. C'est la première des choses. N'oublions pas qu'on ne fait pas des lieux, on ne construit pas des bâtiments, on ne réhabilite pas des bâtiments pour produire de la surface immobilière et répondre à des règles. On produit des bâtiments pour habiter. Donc nous, quand on conçoit une opération, on focus d'abord sur quelle va être la valeur ajoutée pour les occupants. Ensuite, on va incrémenter les données environnementales, d'énergie, de carbone. Voilà. Je reprends les différentes cibles de notre bâtiment et vous allez voir en quoi les biosourcés sont intéressants. Donc, créer un lieu de vie confortable, sain et éco-responsable. Alors, on arrive sur la notion de confort. La notion de confort avec les biosourcés, elle a été évoquée tout à l'heure. Le biosourcé, l'une des qualités que vous n'avez pas forcément évoquées, c'est le confort d'été. Là, si vous l'avez peut-être évoqué, pardon, excusez-moi. En termes de déphasage thermique, donc de confort d'été, le biosourcé, c'est une première valeur ajoutée. Mais pas que. Tous nos bâtiments sont monitorés. On monitore depuis 4 ou 5 ans la qualité de l'air, les consommations d'énergie, etc. On s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas d'émissions de polluants, de COV, je vais essayer de ne pas utiliser un langage trop technique, mais il n'y a pas d'émissions de COV, de composants volatiles organiques, avec l'usage de la plupart des biosourcés. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut quand même être vigilant sur cet aspect. Donc, apport en confort, régulation de l'hygrométrie sont des points importants. Tendre vers la neutralité carbone, c'était un des objectifs du projet. Les biosourcés nous permettent de le faire, je ne reviens pas dessus. Mettre en place une dynamique pédagogique pour créer de l'adhésion au projet. Là, c'était une école. Alors, on est très dans la dynamique participative. J'ai présenté le projet aux étudiants, aux usagers, aux gens du chantier. Chaque fois qu'on parle de biosourcés, il y a un vrai intérêt. Ça suscite un vrai intérêt, surtout quand on parle de biosourcés qui poussent en France, qui est transformé en France, qui valorise le territoire, qui valorise l'activité agricole, qui n'est pas produit aux dépens des cultures vivrières, parce que c'est ce qui revient souvent aussi. On n'est pas en train de faire de l'huile de palme ou d'autres matériaux à impact sur nos ressources alimentaires. Donc, on va aussi s'intéresser à ça. Donc, la sélection des biosourcés, c'est là aussi des critères pour nous pour sélectionner les produits biosourcés. Créer un bâtiment résilient. Donc là, le biosourcé contribue à la résilience, puisque, entre autres, cet impact sur le confort d'été, il est considérable. Là, il s'agit d'un projet qui est à Lyon. Ce projet à Lyon, vous savez, c'est une ville où parfois il peut faire un petit peu chaud. Les effets caniculaires, on est ravis, avec le monitoring qui était en place sur ce bâtiment, de voir les premiers effets sur les canicules.
de manière passive. C'est ce qui est intéressant, avant de mettre en route les systèmes de refroidissement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on contrôle la performance environnementale des bâtiments dans le temps. On voit, on a du recul maintenant sur le chanvre, on a 7-8 ans de recul, par exemple, alors je citais le chanvre ou le bois ou d'autres matériaux. On voit qu'il y a un maintien de la performance. Il n'y a pas de tassement, il n'y a pas de développement de moisissure. On est vraiment sur des matériaux qui semblent, dans la durée, être relativement intéressants. J'attends de voir dans 30 ans, mais a priori, on a mis beaucoup de critères en place avant de les sélectionner. On est plutôt satisfait du produit. L'impact des produits sur leur cycle de vie, ça c'est une évidence. Et puis là, on voit une petite bête qui est suspendue là dans le vide. C'est une pompe à chaleur, zéro carbone, sans gaz, sans émission avec des fluides, sans gaz à émission de gaz à effet de serre. Pardon, excusez-moi. Et à l'intérieur, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire qui est géosourcé. Il y a un élément, une box, qui contient des produits géosourcés à changement de phase qui nous permettent de faire du stockage de chaud et de froid. Oui, ça existe. Peut-être que c'est une grande découverte, mais ça existe. On vient de lancer le premier projet. Grâce au géosourcé, on a d'autres vertus que la vertu d'isolation, structurelle, et c'est ce que je voulais un peu démontrer aussi aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup d'ateliers de sensibilisation. C'est bien de mettre en œuvre des produits biosourcés, mais il faut l'expliquer. Donc ici, vous avez un atelier au 8e étage sur le rooftop avec les ouvriers du chantier et pas les dirigeants ou des représentants d'institutions. On est avec les gars du chantier, on leur explique, là en l'occurrence, on parle d'analyse de cycle de vie, on leur explique les vertus du produit et des produits qu'ils mettent en œuvre sur nos chantiers. C'est extrêmement important. Ils sont mobilisés, ils viennent le matin avec joie, ils sont fiers d'intervenir sur ces chantiers parce qu'ils sont impliqués dans la mise en œuvre et dans la conception de ces lieux, puisqu'ils deviennent eux-mêmes proactifs en proposant des solutions. Voilà. Alors, pourquoi nous, le biosourcé, par exemple, pour les surélévations, ici, cet immeuble, on l'a surélevé. Alors déjà, il a plein d'avantages. Alors, c'est un chantier qu'on a fait en 12 mois. Donc, réhabilitation lourde, aménager une école, c'est un peu lourd. Changement d'usage, renfort de structure. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est moins lourd, c'est plus rapide à monter. Ce sont des solutions sèches, on ne ramène pas d'eau. Et il y a moins de nuisances pour les riverains qu'une centrale. Alors, j'ai rien contre le béton, mais une centrale à béton, parfois sur un chantier urbain, c'est compliqué. Le bilan carbone est excellent. On peut faire venir des acteurs locaux, parce que le montage et la compétence est quand même assez présente sur les territoires. Et puis, ça nous offre, entre le bois et les différents isolants, les possibilités, la souplesse des isolants nous permet d'avoir un geste architectural parfois un peu plus libre. Voilà. Donc là, je vous montre, hein, c'est un chantier. Hein. Voilà, c'est une terrasse. On aménage une terrasse. Tout est en biosourcé. Alors évidemment, il y a un petit peu de levage, mais il est léger. On ne gêne les riverains qu'un ou 2 jours par mois. Et résultat, on peut aller à la conquête de toitures. Et c'est fort intéressant. Là, on est en face de Lyon-Confluence pour localiser le site. Alors, bon, je suis désolé, il y a une marque, mais on n'est pas exclusif. C'est un produit avec lequel on travaille beaucoup. C'est du chanvre. Donc là, c'est une salle de réunion. Donc on n'a pas mis de panneau acoustique. L'acoustique est vraiment intéressante dans cette pièce. Et puis surtout, on est sur le toit. Donc en termes de confort d'été, on voit immédiatement l'impact, malgré le fait qu'on soit complètement vitré. Alors, on a quand même des protections solaires. Ça ne fait pas de miracle, mais c'est quand même assez spectaculaire. Voilà. Donc les terrasses, là, on est en biosourcé, mais on n'a pas que du biosourcé dans les isolants, on a aussi ici des bardages qui sont des bois composites, où on a 90% de fibres de bois. Il y a un petit peu d'éléments pour coller les bois entre eux, mais là, ils sont en train d'évoluer sur les process. Donc, on va bientôt avoir des produits propres. Donc, même sur les bardages, on a des solutions à la fois élégantes et vertueuses. Je fais un petit peu la revue de tout ce qu'on utilise. Là, c'était pour l'anecdote. Ce sont des gens... c'est un atelier de réinsertion qui utilise des fenêtres anciennes pour fabriquer des luminaires. Bon, c'était plus anecdotique qu'autre chose, mais c'est quand même pour sensibiliser les gens à la disponibilité des produits en réemploi. Je vais vite, hein.
Voilà, ici on a des panneaux acoustiques qui sont présents sur le stand, peut-être qu'ils sont là. Alors j'aime bien ces panneaux, vous voyez, c'est les lames de bois verticales, on les voit de partout, sauf qu'ici elles sont l'isolant, l'acoustique est composé de fibres de bois. Alors c'est pas très courant, la plupart des isolants acoustiques, je vous le rappelle, sont composés d'autres produits qui sont beaucoup moins intéressants. Donc c'est un produit français fabriqué dans le sud de la France. Bon, les revêtements de sol, les peintures, c'est pareil, on a du biosourcé, on peut en mettre de partout. C'est assez général. Le géosourcé, il y a le géosourcé qu'on utilise pour construire, mais il y a le géosourcé en réemploi. On a 4 tonnes de gravillon en toiture, on l'a réutilisé dans le bâtiment. Donc rien, le géosourcé et le biosourcé, on peut élargir les fonctions. Il y a le domaine du réemploi, il y a le domaine, tout à l'heure j'expliquais, du stockage d'énergie. Donc vraiment, c'est un potentiel. La Terre et le Soleil nous offrent un potentiel de ressources en termes d'énergie et de matière qui est considérable. Mais il faut-il bien le traiter et le voir dans sa globalité de cycle de vie. Voilà. Bon, les vertus des isolants biosourcés, je ne vous le referai pas. Mais par contre, il y a, et je le vois chez les étudiants, chez les jeunes, il y a une image vertueuse. Bon, j'attire leur attention sur le fait que, par exemple, tous les isolants ne sont pas vertueux. Si vous avez un champ arrosé de pesticides et que vous récupérez les produits et que vous les collez dans les isolants, là, on ne se pose pas trop la question aujourd'hui, mais c'est un sujet quand même. Donc moi, je pose la question, systématiquement. Ça fait un peu mal, mais voilà, il faut le faire. Voilà. Après, ça c'est intéressant. Ça, c'est un bâtiment qu'on a fait il y a 4-5 ans, qui est monitoré, qui, bon, pour l'anecdote, qui est décarboné, qui a énergie ultra positive. C'est une rénovation, c'était une passoire thermique. On est à plus 30% toute l'année. L'été, on est à plus 70%. Et mon client est ravi parce qu'il a des ressources avec son bâtiment. Il n'a pas des charges énergétiques, mais il a des ressources importantes. Donc, vous imaginez. Alors, ce qui est intéressant ici, donc là, on est sur l'hygrométrie. On voit que l'hygrométrie est très stable. En rouge, vous avez l'hygrométrie extérieure et l'hygrométrie est très régulée. Alors, elle est régulée par le double flux, mais pas que. On a vu également que les isolants contribuaient beaucoup à l'abaissement du taux d'hygrométrie. Alors, petite vigilance par rapport à ce qui a été dit. Oui, ça assèche l'air, mais attention, avec les doubles flux, on s'aperçoit que parfois on va trop bas. Donc, on est vigilant sur la fameuse fourchette de 40-60%. 40, ça dessèche les muqueuses, c'est périlleux. 60% développe les bactéries. Donc, on veille à rester dans cette fourchette. C'est extrêmement difficile et il y a très peu de bâtiments où c'est possible, notamment quand je prends l'exemple des salles de classe. Là, on y arrive maintenant, mais c'est très compliqué quand on a 30 élèves dans une salle de classe qui respirent, qui dégagent de la vapeur d'eau pour arriver à rester dans cette fourchette. Alors, les isolants biosourcés nous aident beaucoup dans cette configuration. Sur des bureaux, il faut toujours être un petit peu vigilant. Là, pareil, on est sur les températures. Donc, en période de canicule, juin, on a des températures stables sur un bâtiment sans inertie. Mais grâce, alors là, pour le coup, la contribution des biosourcés est vraiment intéressante. On a une température qui est diurne et nocturne, qui est très, très stable. Et des deltas de température de 13, 14, 15 degrés avec l'extérieur. Et le bâtiment continue à produire généreusement de l'énergie. Voilà. Bon, écoutez, notre spécialité, c'est d'intervenir sur les bâtiments de plus de 1000 m². On est conforme au décret tertiaire. On vise 2050 parce que viser 2030, c'est une grosse blague. Je suis désolé de le dire, mais s'il faut remettre une couche de réhabilitation dans 10 ans ou même en 2040, pour moi, c'est une erreur. Il faut pousser maintenant. Sincèrement, le surinvestissement, il n'est pas énorme. Il faut absolument faire preuve d'ambition. Ce n'est pas toujours possible, mais économiquement, c'est rentable, c'est un bon investissement. Et à terme, la valeur patrimoniale se trouvera valorisée. Là, on voit déjà, et j'en suis ravi, nos clients promoteurs ou des SCPI, des fonds d'investissement, ils ont goûté au sujet de ces bâtiments performants, confortables, qui consomment peu d'énergie. Sincèrement, ils sont à fond derrière nous maintenant et ils nous poussent à le faire. Ils deviennent encore plus exigeants. Donc, prochaine étape, on tend vers le bâtiment autonome. Là, on est en train d'étudier un sujet. Ce n'est pas pour faire que des bâtiments autonomes, c'est pour démontrer que les résultats intermédiaires, on peut quand même les avoir facilement. Si on peut aller au-delà, soyons un peu plus ambitieux. Voilà. Et les biosourcés, ils contribuent vraiment. Pour moi, c'est une vraie chance de se reconnecter avec la Terre et de comprendre que voilà, il se passe des choses dans la relation homme-nature, femme-nature.
Et il faut vraiment, vraiment agir de ce côté. Voilà, je termine, j'arrête parce qu'après, ça va durer 2 heures. Voilà. C'était parfait. Merci beaucoup, Marc. Donc, pour le temps qui nous reste, je vous propose de débattre un petit peu entre vous. Et à savoir, ma première question, ça pourrait être, voilà, on voit que ces matériaux bio et géosourcés peuvent être à la fois avoir un coût raisonnable, avoir des performances énergétiques et en termes de carbone, voilà, très, très intéressantes, qu'ils sont disponibles sur le territoire, localement. Qu'est-ce qui manque, selon vous, encore pour convaincre les prescripteurs de répondre à cette offre qui est existante et à maturité aujourd'hui? Alors oui, il manque encore un petit peu quelques éléments. Je voudrais juste faire un petit retour sur ce que vous avez dit. Les matériaux biosourcés ont plus de 25 ans de recul aujourd'hui, et notamment ils ont été utilisés en réhabilitation et pas avec des ATEX, enfin dans un cadre réglementaire bien précis. Je pense notamment à la maison diocésaine de Châlons en Champagne, dans lequel il y a eu une réhabilitation très ancienne, et sur lequel il y a eu des mesures, alors globales. Alors toute réhabilitation, on sait très bien que c'est pas de la mesure intrinsèque, mais globale, et sur lesquelles les résultats ont été excellents et perdurent sur, je vous dis, plus de 25 ans, je sais pas s'il n'y a pas 27 ans. Donc moi, je suis assez confiant là-dessus. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est dire que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. L'origine de ces matériaux biosourcés est un élément essentiel. Si on fait venir du fin fond de l'Espagne, du sud de l'Italie, on aura perdu une grande partie de l'intérêt de la valorisation de ces matériaux. Mais on a fait 2 études au niveau du CEREMA et avec un certain nombre d'associations. Quasiment en tout point de la planète, on est capable de trouver des ressources issues de la biomasse non valorisées aujourd'hui, disponibles, entre guillemets gratuitement, je me méfie de ce terme-là, mais disponibles sans aucun problème pour avoir des résultats dans le domaine de la construction. Attention cependant, c'est pas une utilisation, on met du liant, on met de l'eau, on met des granulats et ça va marcher. Il y a une ingénierie derrière. Mais de la même manière, c'est pas parce que vous mettez des cailloux, du ciment et de l'eau que ça va marcher. C'est pas vrai ça. Il y a des règles d'utilisation de tous les matériaux. C'est vrai aussi pour les matériaux biosourcés. Vous posez la question de quel est le frein aujourd'hui. Essentiellement, on a identifié un très grand nombre de matières premières disponibles et utilisables, mais par contre, aujourd'hui, on n'a pas mené pour chacune d'elles les essais à la fois de caractérisation et la démarche vers la normalisation suffisante. Alors, les pouvoirs publics sont très volontaristes là-dessus. Et effectivement, historiquement, le chanvre a beaucoup été utilisé, le lin, vous en avez parlé, mais aujourd'hui émerge le miscanthus. Il y a une filière du riz dans le sud de la France avec la balle de riz et la tige du riz. Hein. C'est jamais en compétition avec l'agriculture nourricière. Au contraire, c'est complémentaire. Et ça apporte des ressources. Mais demain, on pourrait très bien voir le sarment des vignes qui pourraient être utilisées. On pourrait voir la paille de lavande dans des régions. Il y a beaucoup d'idées qui sont générées. On a un programme actuellement sur la valorisation des algues marines dans des matériaux de construction. Le domaine d'intervention et les ressources disponibles, je ne veux pas dire sont infinies parce qu'il ne faut jamais dire, notre planète est finie, donc un espace infini dans un espace fini n'est pas possible, mais on a des réserves énormes et je le dis bien, sans concurrence vis-à-vis de l'agriculture nourricière. C'est un complément. C'est un premier point. Il faut faire évoluer la réglementation également. Aujourd'hui, les transferts hygrothermiques dont vous avez parlé, et je suis d'accord que c'est positif en été, en hiver, et ce n'est pas uniquement à sécher, à certains moments, les matériaux biosourcés vont relarguer l'humidité qu'ils ont stockée sur des petites périodes. On l'a montré en laboratoire, il n'y a aucun problème, ça peut jouer dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que cette réglementation, elle est en évolution. On est en train de travailler dans un programme qui est financé par l'ADEME sur les cartes d'identité des granulats végétaux, justement pour en organiser le remplacement. Si dans une région, il y en a une qui manque, ben on va pouvoir peut-être trouver une autre matière première pour pouvoir faire des matériaux biosourcés.
Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, et je pense que c'est un point qui est essentiel, et je suis content d'être à côté d'un prescripteur, mais c'est justement que ces matériaux connus, reconnus par les prescripteurs et que ceux-ci les prescrivent au moment, c'est-à-dire quand un client vient, que ce ne soit pas le client qui dit « j'aimerais que », c'est très bien si le client le fait, et bien entendu, mais que aussi le prescripteur dise « mais dans la gamme des matériaux, vous avez ce matériau-là aussi », et voilà les avantages qu'il favorise. Donc on fait beaucoup au travers d'une association qui s'appelle Sable Vert, la promotion de ces matériaux, aussi bien au niveau des écoles d'archi, au niveau des écoles d'ingé, des cycles de formation, mais il y a encore du travail. Okay. Merci. Brigitte Fernandez d'Ecopolis, je crois que vous voulez revenir sur les ressources naturelles disponibles ou pas assez utilisées aujourd'hui. Oui, ça me permet de rebondir tout ce qui vient de dire. C'est pour préciser qu'actuellement, Ecopolis participe à une étude à l'échelle de la vallée de la Seine. Donc, c'est une idée justement de participer à une étude qui va hors Île-de-France. Donc, c'est Île-de-France-Normandie. C'est cofinancé par l'ADEME et le CPIR Vallée de la Seine. Et on fait partie d'un groupement qui est assez inédit parce que ça regroupe des bureaux d'études, des écoles d'architecture, des chambres agricoles, des centres de ressources comme le nôtre. On s'est regroupés pour mener cette étude-là. Et on a fini la première phase de sourçage, donc on va rentrer dans la phase de restitution de ce qu'on a fait. Et justement, on s'est intéressé à toutes les filières, que ce soit les filières bien développées et les filières en développement. Et l'idée, c'était de s'intéresser de la ressource aux investissements, de balayer toutes ces filières-là. Donc c'est une étude qui s'appelle Maillon. Et le but, c'est justement de déterminer quel maillon manquant pour permettre le développement de ces filières-là. Et je rebondis là-dessus parce que c'est à la fois de s'intéresser à la ressource, est-ce qu'elle est disponible ou pas sur ces territoires, à l'échelle de la vallée de la Seine. Est-ce qu'il existe des investissements? Est-ce qu'il existe déjà des architectures, des bâtiments construits? Est-ce que les gens sont formés? Et à partir de là, c'est-à-dire que quel est le point manquant finalement? C'est pas se dire qu'il y a un levier manquant. En fait, il y en a plusieurs. Enfin, c'est plusieurs leviers qu'il faut activer parce qu'on ne peut pas simplement dire qu'il faut former plus les gens, il faut investir plus. Il faut qu'à la fois il y ait des investissements pour permettre de la formation, pour permettre des essais, pour permettre de faire bouger la réglementation aussi. Donc tout ça, en fait, c'est tout un... Il faut s'embarquer tous pour faire changer en fait et faire massifier les biosourcés. Il n'y a pas vraiment un point d'accroche. À partir du moment où la ressource est là, en fait, après, il y a toute une chaîne de responsabilité ou d'implication, et que si on arrive à faire monter tous ces leviers un à un, voilà, il n'y a pas de raison que ce soit pas massifiable. Autre point sur justement la ressource locale et éviter de faire venir les matériaux. Ça rejoint un petit peu ce qui se passe dans l'agriculture alimentaire, le bio en fait. Il y a du bio local et du bio pas local, et je pense qu'on est assez sensibilisé maintenant pour se dire du bio qui vient du Pérou, voilà, on évite peut-être, voilà, s'il n'y a pas trop. Par contre, et la notion du bio maintenant, même dans les matériaux biosourcés pour le bâtiment, se pose au niveau de la paille aussi. Est-ce qu'on a vocation à utiliser de la paille bio pour isoler, ou plutôt d'utiliser la paille non bio, parce qu'on peut se dire que le bio, c'est pour le coup, on doit le réserver à l'alimentation. Et donc il y a des débats là-dessus, c'est pas tranché. Donc c'est de la question que les filières devront se poser aussi à un moment. Et sur le bois particulièrement, il y a juste un exemple, c'est que, en tout cas à l'échelle de la vallée de la Seine, on a beaucoup de feuillus, moins de résineux, et finalement on utilise surtout du résineux dans le bois. Il y a aussi dans la construction, je veux dire. Donc ce qui veut dire aussi qu'il faut voir comment on repense aussi les filières pour utiliser des ressources locales qui sont peut-être pas aujourd'hui adaptées comme il faut, où on n'a pas les techniques ou les machines pour transformer les feuillus parce que c'est pas standardisé, il y a plusieurs variétés, etc. Mais il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Et ça, c'est des petites choses qui remontent de l'étude et si vous êtes, on va bientôt pouvoir en parler. C'est une étude qui se continue jusqu'à fin 2023 parce que l'idée aussi, c'est d'entrer maintenant dans la phase prototypage sur la base de systèmes constructifs, de se dire, voilà, on a une ressource locale à tel endroit, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut faire des systèmes constructifs. Et là, c'est plutôt les écoles d'architecture on va mobiliser des étudiants qui vont travailler dans des ateliers de projet à modéliser des choses, et ensuite on animera. Donc il y a plusieurs étapes, et la première phase sourçage, on va pouvoir la restituer bientôt, en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Marc, tu voulais réagir sur comment convaincre encore plus les alors sur les freins, alors le premier, très, très pragmatique, c'est le coût. Voilà, on nous ressort systématiquement, non mais c'est bien vos produits biosourcés, mais ça coûte extrêmement cher, etc. Donc il faut démystifier un peu
le sujet, certes, il y a un surcoût. Il est anecdotique sur une rénovation globale. Il est complètement anecdotique. Mais au-delà de ça, c'est apprendre dans le langage à valoriser ce produit. On a exprimé depuis 1 heure tous les avantages de ces produits. Je crois qu'il faut les mettre en avant. Puis il faut parler de demain. Que sera votre bâtiment demain? C'est ça surtout la question. Parce qu'il y a une vraie mobilisation. Il y a une vraie mobilisation aujourd'hui autour des enjeux environnementaux. Sincèrement, les tables rondes, il y a quelques années, quand il y avait 10 personnes, on était ravis et on les remerciait un par un. On le fera aussi, évidemment, mais là, il y a vraiment un engouement. Bon, maintenant, les points de blocage, le premier, c'est la légende du coût, enfin, sur le coût global d'un bâtiment, et la vie d'un bâtiment, c'est anecdotique. Et le 2, c'est le développement aussi de l'outil industriel pour transformer. Pour discuter avec quelques industriels, en termes d'investissement, investir dans une usine de transformation, de production, de mise en forme du produit, parce qu'on ne peut pas prendre la paille dans le champ et l'acheter dans le bâtiment. On peut le faire. Après, on est confronté à d'autres préoccupations. Mais il y a quand même une étape de transformation et je pense qu'il faudrait peut-être aider ces filières à s'implanter, à s'industrialiser. Nous, on a des cas concrets de gens qui ne peuvent pas s'implanter parce qu'ils ne trouvent pas de terrain. Parce que rapprocher aussi la transformation du site, des chantiers, des zones où on utilise le produit, c'est extrêmement important. Donc voilà, on a encore... C'est pour ça qu'on est dans un cheminement, pas de panique. Je rebondis là-dessus, c'est juste pour dire qu'il y a des appels à projets de la région Île-de-France qui sont sortis sur les biosourcés, dont un là, il y a 1 mois, qui justement vise à aider les agriculteurs à produire en fait la matière et à répondre au marché de la construction au niveau des biosourcés. C'est ça, transformer. Mais il y en a plusieurs. En fait, il y a celui-ci, c'est le dernier, mais il y en a plusieurs dans les tubes. Donc, il y a aussi la région, en tout cas Île-de-France, et je pense que pour d'autres régions, c'est possible aussi, mais vu qu'on est acteur francilien, on connaît la région Île-de-France. Donc, il y a quand même quelque chose qui se met en œuvre. Donc, voilà, les investissements commencent à être là. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, il faut aller sur le site de la région, parce qu'il y a des dates butoirs, en fait, pour candidater. Juste peut-être un petit mot de complément par rapport à ce que vous disiez sur l'économie des matériaux biosourcés. On a fait une étude en 2017. Donc il commence à dater, parce que 5 ans dans la vie, il y a eu une évolution. En 2017, quand on parle coût, il faut se poser la question de quel coût. Est-ce que c'est le coût matière première? Est-ce que c'est le coût du matériau posé? Est-ce que c'est le coût global d'une opération? Le coût de la matière première peut être plus fort, effectivement. Mais quand on regarde sur une opération, même modeste, le surcoût lié à l'utilisation des matériaux biosourcés est très faible. On était entre 0,5% de surcoût à 2% de surcoût sur, je crois, une 50aine d'opérations, en ayant eu les bordereaux de prix et les factures, parce que tout le monde va dire « Ah oui, c'est très cher », mais en ayant réellement la réalité des comptes. Donc, pour moi, cette notion de coût va tomber, et notamment avec l'évolution du coût de l'énergie et bien entendu la diffusion de ces matériaux. Donc moi, je vais un petit peu dans le sens de ce que disait Marc, à savoir, allez-y, et en plus, ça fera diminuer les prix. Merci. Il nous reste juste 2 minutes. Peut-être le temps de prendre 1 ou 2 questions si vous avez des questions assez rapides. Je lance. Voilà. Bonjour. Oui, j'ai une question pour le monsieur du CEREMA, dont je suis désolé, j'ai oublié le nom. Les matériaux biosourcés, ils bénéficient d'une image qui est assez positive, notamment vis-à-vis de la régulation d'humidité, qui, à ma connaissance, est beaucoup basée sur les propriétés du matériau. Or, ce matériau, il est inclus dans un système. Et si on parle de l'isolant biosourcé, par exemple, il y a des pare-vapeurs qui vont isoler l'intérieur du bâtiment avec le matériau biosourcé. Est-ce qu'on a des démonstrations Est-ce qu'on a des démonstrations du matériau dans un système dans son ensemble, voire à l'échelle du bâtiment? Alors, c'est une très bonne question et pour y répondre très rapidement, parce que je pense que c'est le but, ça va être compliqué, mais je veux bien qu'on en discute. Premier point, il y a plusieurs laboratoires de recherche et développement qui travaillent là-dessus et effectivement, on a les performances sur le matériau. Quand on rentre dans un système, il faut que tout le système soit pensé par rapport au matériau. Et ça, il y a encore un petit peu de recherche et développement qui doit être fait. On a un programme qui s'appelle Aclibio là-dessus pour réellement
objectiver. Mais la réponse, elle est oui si c'est bien pensé. Et notamment, en général, dans les systèmes constructifs, on se retrouve avec 3 couches. Un enduit extérieur, le matériau, le corps et un enduit intérieur. Il faut les penser en synergie, bien entendu. Et c'est ce que je disais, c'est pas parce qu'on va mettre du biosourcé que ça va être bon. Bien sûr que c'est bon. Mais c'est surtout excellent quand on l'a pensé dans toute l'épaisseur du système constructif en cohérence. Donc, je suis d'accord que vous posez une excellente question. Il y a d'excellentes réponses qui sont possibles, mais toute réponse n'est pas excellente. C'est ça que je veux dire. Attention, c'est un matériau, et comme tout matériau de construction, que ce soit pour les avions, que ce soit pour les voitures, que ce soit pour le bâtiment, eh ben, il faut qu'ils aient été optimisés pour la fonction pour laquelle ils sont utilisés. Mais la réponse, elle est oui. Il existe des solutions pertinentes aujourd'hui, en vente libre. Et ce sera donc le mot de la fin. On est arrivé. Merci à tous les intervenants. On peut les applaudir, bien sûr.